Bonjour. Alors, dans la suite du cours, on va enfin aborder la matière de 5e avec les liaisons chimiques. Ce que vous savez, c'est que une liaison chimique, c'est une force ou quelque chose qui retient des atomes ensemble et qui permet aux atomes de former des molécules. Dans ces molécules, les atomes vont toujours chercher à réaliser l'octet. L'octet, c'était le fait d'avoir une couche externe qui contient 8 électrons ou une couche qui en contient 0 parce que comme un atome est constitué de plusieurs couches électroniques, si on vide la couche externe, on a la précédente qui est pleine. Alors, afin de comprendre exactement comment ça se passe, on va rappeler quelques petites notions qu'on avait vues l'année passée. L'électronégativité, qui est donc une valeur numérique qui va traduire la tendance qu'a un atome à attirer les électrons. Plus l'électronégativité est grande, plus l'atome va avoir tendance à garder les électrons pour lui. Alors si on observe le tableau périodique, qui est plus ou moins un rectangle comme ça, quand on monte dans le tableau périodique, l'électronégativité augmente, et quand on va à droite dans le tableau périodique, l'électronégativité augmente aussi. Ce qui nous met l'élément le moins électronégatif comme étant en bas à gauche, qui est le francium, avec une électronégativité plus ou moins de 0,7, et le plus électronégatif étant le fluor en haut à droite, qui a une électronégativité de 4. Ensuite, dedans, vous avez les valeurs des électronégativités dans le tableau. Alors, la règle de l'octet, c'était donc de nouveau d'avoir 8 électrons sur la dernière couche. En fonction des colonnes dans lesquelles on est, on a vu l'année passée que les éléments faisaient l'octet de différentes façons. Donc dans la première colonne, on a un électron sur la dernière couche, donc on va faire moins 1 électron. Dans la deuxième, moins 2. Dans la troisième, moins 3. Dans la quatrième, plus ou moins 4. Dans la cinquième, plus 3. Plus 2 dans la sixième. Plus 1 dans la septième. Et rien dans la huitième colonne, étant donné qu'ils font déjà l'octet. Donc dans la huitième colonne, si vous allez voir dans le tableau périodique, ici on a la colonne 8, eh bien l'électronégativité va être égale à 0, car effectivement, si vous êtes un atome qui fait déjà l'octet, il n'y a pas de raison que vous alliez chercher ou que vous donniez vos électrons. Donc dans la huitième colonne, les éléments n'ont pas d'électronégativité vu qu'ils ne vont pas avoir tendance à faire de liaison. Donc pour les trois premières colonnes, on a formation de cations, donc des ions qui sont positifs, c'était les M+. Dans les trois dernières, on a un M'-, et dans la quatrième colonne, ça dépend un peu avec quel atome on va se combiner. Exemple, dans CO2, le carbone se lie à l'oxygène qui est plus électronégatif que lui. Le C va donc donner ses électrons à l'oxygène. Et donc, on a un carbone qui perd des électrons et qui va devenir plus. Dans CH4, si on observe l'électronégativité du C, elle est plus grande que celle de l'hydrogène. Le C va donc prendre les électrons de l'hydrogène et il va donc devenir négatif. Mais donc dans la quatrième colonne, ça va dépendre simplement de l'atome avec lequel vous vous liez et de l'électronégativité, de la différence d'électronégativité entre vous. La charge de l'ion, elle est liée directement au nombre d'électrons que vous gagnez ou que vous perdez. Donc dans la première colonne, on forme des ions qui sont plus 1, dans la deuxième plus 2, dans la troisième plus 3, dans la quatrième, ça dépend ce qu'on forme. Donc le carbone, dans CO2, il va devenir plus 4, et dans le CH4, il va devenir moins 4, ou 4-, c'est la même chose. Dans la cinquième colonne, on va devenir moins 3, dans la sixième, moins 2, dans la septième, moins 1. Dans la huitième, la question ne se pose pas. Le nombre d'électrons qu'on gagne ou qu'on perd est directement lié à la valence. Pour pouvoir perdre un électron, je vais faire une liaison. Pour pouvoir en perdre 2, je vais en faire 2. 3, 3. Pour en faire 4,
4. Pour en prendre 3, je vais faire 3 liaisons, 2 et 1. Donc la valence, elle est directement liée à ce que vous devez faire pour pouvoir prendre ou donner les électrons que vous avez en trop ou que vous voulez rattraper. La valence, c'est donc en gros le nombre de liaisons que vous faites pour pouvoir atteindre l'octet. Alors, il y a différents types de liaisons. Il y a 3 types de liaisons, et pour pouvoir caractériser ces types de liaisons, ça dépend de la différence d'électronégativité entre les atomes que vous allez lier. Donc ces 3 types de liaisons dépendent de la différence d'électronégativité. Donc attention, au cas où vous auriez oublié, delta majuscule en grec, ça veut dire différence, et cette espèce de petit x et ça veut dire électronégativité, parce que étant donné la longueur du mot, je ne vais pas l'écrire 36 fois dans votre cours, donc à chaque fois que je mets un petit x avec un et, en fait c'est pas un x, c'est un qui grec, comme il est joliment écrit là par l'ordi, et donc ça signifie, c'est le symbole de l'électronégativité. Donc on va étudier la différence d'électronégativité entre les atomes qui sont liés. Et on va prendre cette différence d'électronégativité en valeur absolue. Donc ça veut dire que c'est pas important qu'on fasse le plus grand moins le plus petit, ou le plus petit moins le plus grand, on prend la valeur absolue. Alors premier type de liaison, la liaison ionique, ce que vous devez retenir, c'est que la différence d'électronégativité doit être plus grande que 1,7. Exemple, si on prend la molécule de NaCl, la différence d'électronégativité est de 2,3 ou 2,1, donc vous allez voir que si vous refaites ça avec votre tableau que je vais vous distribuer en classe, on arrive plutôt à 2,1. Ça dépend, tous les tableaux d'électronégativité donc ne sont pas les mêmes, et donc quand j'ai fait le cours, j'utilisais vraisemblablement un autre tableau périodique. Donc, lorsque cette différence est plus grande qu'1,7, en fait, le fait que cette différence soit si grande, elle symbolise la différence de force entre les deux atomes. C'est-à-dire que j'en ai un qui est très fort et qui veut vraiment attirer les électrons, et un autre atome qui, lui, ne tient pas spécialement à ces électrons. Ce qu'il se passe donc, c'est qu'il y a un transfert d'électrons de l'atome le moins électronégatif, qui ne tient pas à ces électrons, vers l'atome le plus électronégatif. Donc transfert d'électrons de l'atome le moins électronégatif. Alors électronégatif, moi j'écris ça comme ça, donc avec le X qui veut dire électronégativité et IF pour savoir que c'est l'adjectif. Donc le moins électronégatif vers le plus électronégatif. Exemple, si vous regardez ici, donc le Na, j'ai dessiné le Na avec toutes ses couches électroniques, et il a donc bien un électron sur sa dernière couche. Le Cl, il a ses couches électroniques et il a 7 électrons sur sa dernière couche. Comme le Na est plus faible, il va donner son électron, donc transférer son électron au Cl. On se retrouve donc avec un Na qui a perdu sa troisième couche et qui se retrouve avec une couche qui est pleine, donc cette couche-là est remplie avec 8 électrons vu qu'elle était déjà pleine, et avec un Cl qui a rempli sa dernière couche. Les deux atomes font donc bien l'octet. Si vous regardez comment ils sont représentés ici, eh bien j'ai un Na qui devient donc positif et un Cl qui devient négatif, parce que le Na a donné un électron. Si vous perdez un électron, vous devenez positif, et le Cl a gagné un électron, il devient donc négatif. Donc c'est pas très compliqué. Par contre, dessiner tous les cercles concentriques qui reprennent toutes les couches électroniques des atomes, ça c'est un peu plus fastidieux. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait on va représenter que la dernière couche des atomes dans les liaisons. Donc exemple, vous savez que le Na est dans la première colonne, donc il a un électron, et le Cl, il en a 7. Cette façon de le représenter, c'est ce qu'on appelle la structure de Lewis, du nom du monsieur qui l'a découverte ou conventionnée, je ne sais pas très bien. Et donc la structure de Lewis, c'est ce qu'on va utiliser pour représenter les atomes de façon à ne pas dessiner toutes les couches électroniques à chaque fois. Alors la structure de Lewis dépend de la colonne dans laquelle vous êtes, donc 2,
et 8A. Alors Lewis, il a découvert que autour d'un atome, d'un noyau, il y avait 4 zones dans lesquelles on pouvait trouver des électrons. Ces zones sont appelées des orbitales. Donc une orbitale, c'est une zone de l'espace dans laquelle on peut trouver des électrons. Pour remplir, donc, et c'est représenté par une espèce de croix qui symbolise donc les 4 orbitales. Comme les électrons sont chargés négativement, les électrons vont occuper toutes les orbitales avant de pouvoir aller se mettre dans une deuxième orbitale. Donc quand j'ai un électron, cet électron occupe une orbitale. Quand j'ai un deuxième électron, eh bien le deuxième électron, comme il est repoussé par le premier vu que les électrons ça se repousse, il occupe une deuxième orbitale. Quand j'en ai 3, ben, ils occupent 3 orbitales différentes, et quand j'en ai 4, ils occupent 4 orbitales différentes. Comme il n'y a que 4 orbitales, à partir du moment où il y a un cinquième électron qui vient se mettre, eh bien les 2 électrons vont se mettre dans une orbitale et vont créer un doublet électronique. Dans la 6e colonne, j'ai 2 électrons qui se mettent dans une orbitale, 2 électrons dans une autre, et 2 électrons tout seuls dans une troisième. Et dans la 7e colonne, même chose, j'ai 2 électrons, 2 électrons, 2 électrons, et un électron tout seul. Et dans la 8e, je me retrouve avec à chaque fois 2 orbitales dans, 2 électrons dans chaque orbitale. Un point représente un électron célibataire. C'est eux qui vont préférentiellement faire des liaisons. Et une petite barre représente un doublet électronique. Et ce doublet électronique, il est composé de 2 électrons qui ont été mis en commun. Donc cette structure de Lewis, vous devez absolument la garder en tête parce que c'est comme ça qu'on va représenter les atomes quand on fait une liaison, plutôt que de dessiner toutes les couches. Donc si je réapplique ça à ma molécule de NaCl qu'on a déjà faite, donc Na a un électron célibataire, Cl en a 7 dont 1 célibataire, le moins électronégatif transfère son électron. J'obtiens donc un Na qui est chargé plus parce qu'il a perdu un électron, et un Cl qui a 8 électrons sur sa dernière couche et qui est chargé négativement. Ce plus et ce moins, c'est ce qu'on appelle des charges entières. Il y a un électron ou plusieurs électrons qui ont été perdus entièrement. Donc, j'ai une molécule qui devient chargée positivement entièrement ou négativement entièrement. Pourquoi est-ce que la molécule de NaCl du coup tient ensemble? Eh bien, elle tient ensemble parce que le plus et le moins, ça s'attire. Et donc, c'est ce qu'on appelle une cohésion, une force électrostatique. Tous les corps ioniques tiennent en fait un petit peu comme un aimant. Les atomes sont attirés les uns les autres parce que certains sont chargés positivement et d'autres sont chargés négativement. Ça, c'est pour la liaison ionique. Alors, si on applique ça à une autre molécule, par exemple au MgCl2, si je fais la différence d'électronégativité, elle est plus grande que 1,7. Je vais donc avoir une liaison qui est ionique. Pour savoir comment ça se passe, je dessine mes atomes avec la structure de Lewis. Donc le magnésium est dans la 2e colonne, il a donc 2 électrons célibataires. Et dans MgCl2, j'ai 2 atomes de chlore. Il va donc y avoir une liaison qui va s'opérer. Non, je dis autre chose avant. Donc, quand je calcule la différence d'électronégativité, attention, on fait bien, différence d'électronégativité, c'est bien égal à celle de Mg moins celle de Cl. Il ne faut pas du tout faire le x2. Donc il ne faut pas faire Mg moins 2 fois l'électronégativité de Cl
en se disant « Ah oui, mais j'ai 2 Cl, donc je vais faire l'électronégativité x 2 ». Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire ça? Mais parce que dans la molécule, la différence d'électronégativité, elle calcule le type de liaison d'une seule liaison. Or, une liaison, ça ne lie que 2 atomes. Donc, quand on calcule la différence d'électronégativité entre Mg et Cl, on caractérise cette liaison-ci. Et entre Mg et Cl, on caractérise cette liaison-là. Donc, Mg et Cl, on peut le faire x2, on peut le faire 2 fois, Mg moins Cl, Mg moins Cl, on tombe sur la même liaison, mais ça n'a pas de sens de faire Mg moins 2 fois Cl. Donc, si vous multipliez l'électronégativité par l'indice, vous allez vous retrouver avec toutes vos molécules qui seront pleines de liaisons ioniques et ce ne sera pas juste. Vu qu'on a vu que c'est une liaison ionique, le moins électronégatif transfère ses électrons au plus électronégatif. Mg devient donc 2+, et le Cl devient moins, mais j'ai un deuxième Cl qui devient également moins, ce qui est logique parce que quand on prend la molécule dans son entièreté, eh bien une molécule c'est censé être neutre et j'ai bien 2+ qui neutralise 2 charges moins. Ça c'est pour la liaison ionique. Alors, il y a des exceptions à cette liaison. Vous allez voir que si on a une famille 1A ou une famille 2A qui sont liées avec un H, donc NaH, LiH, MgH2, CaH2, c'est aussi des composés ioniques malgré le fait que la différence d'électronégativité soit 1,7, soit supérieure à 1,7, mais vous les mettez entre parenthèses, vous devez savoir que ça existe, mais je ne vous ferai pas dessiner ces molécules-là. Alors, le deuxième type de liaison, c'est une liaison covalente. Alors, les liaisons covalentes, en premier, vous devez effacer le 0,05 et remplacer par 0. Donc, la liaison covalente, c'est une liaison quand la différence d'électronégativité, en gros, est plus petite que 1,7. Donc, entre 0 et 1,7, vu que je vous rappelle qu'on prend la valeur absolue. Dans ce cas-là, ce n'est plus un transfert. Donc, la liaison ionique, c'était un transfert d'électrons. Maintenant, ce n'est plus un transfert. C'est ce qu'on appelle une mise en commun d'électrons. C'est-à-dire que les deux atomes qui ont un électron vont les mettre en commun. Le fait de les mettre en commun fait une petite barre de liaison. Et ces deux électrons vont compter pour l'octet de l'atome A et pour l'octet de l'atome B. Donc les deux atomes vont pouvoir bénéficier de ces deux électrons dans leur octet. C'est un peu comme quand vous n'avez pas assez d'argent pour vous acheter une gaufre à la récré, vous mettez chacun 50 cents et vous pouvez tous les deux avoir un morceau de la gaufre. Donc, la liaison ionique, c'est un transfert d'électrons. La liaison covalente qui se subdivise en deux autres types de liaisons, c'est une mise en commun d'électrons. Le premier type, c'est une covalente pure. La covalente pure, c'est quand la différence d'électronégativité est plus petite que 0,5. En général, c'est des corps purs simples. Donc CPS, c'est corps pur simple. Donc Cl2, H2, O2, dès que vous avez un élément qui est pris plusieurs fois, on va avoir une liaison dite covalente pure. Comment est-ce que ça se passe? C'est tout de nouveau la même chose. Je dessine mes atomes. Donc là, j'ai 2 Cl. Je les dessine avec leur structure de Lewis. Et je mets les électrons en commun. De cette façon, les atomes arrivent à faire l'octet. Parce qu'en effet, si vous regardez, le Cl a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons, vu que ces deux-là comptent pour l'octet de celui de droite et de celui de gauche. Et ça arrête la liaison covalente pure. Donc la covalente pure, c'est une mise en commun d'électrons. Les électrons sont répartis symétriquement entre les deux atomes. Vu que les deux atomes sont les mêmes et qu'ils ont la même force. Donc personne n'attire les électrons un peu plus que l'autre. Et le troisième type de liaison, c'est la liaison covalente polarisée. Donc c'est une covalente, donc on a aussi une mise en commun d'électrons. Mais cette fois, elle est polarisée et pas pure. La différence d'électronégativité doit être entre 0,5 et 1,7. Et là, ce qui se passe, c'est la même chose que la covalente. Donc j'ai HCl par exemple, donc je dessine les atomes avec leur structure de Lewis. Je mets les électrons célibataires en commun, ils comptent pour l'octet de H et pour l'octet de Cl, mais cette fois, il y a un déplacement
des électrons vers l'atome le plus électronégatif. C'est-à-dire que ces électrons, ils sont répartis de façon asymétrique. Et de façon asymétrique comment? Eh bien, ils sont déplacés vers l'atome qui est le plus électronégatif. Donc ici, ils vont être déplacés vers le Cl parce que le Cl est plus électronégatif, donc en fait il aspire un petit peu les électrons. Mais il n'est pas assez fort pour les arracher complètement. Donc ça va créer ce qu'on appelle des charges qui sont partielles. Donc si vous regardez dans la liaison ionique, on avait des charges qui étaient entières. Ici, on a ce qu'on va appeler des charges qui sont partielles et qui se notent delta plus, delta moins. Donc c'est un delta qui est minuscule en grec. Et donc le delta plus, c'est l'atome qui va perdre ses électrons, qui va devenir delta plus. Et le delta moins, c'est l'atome qui va gagner les électrons, qui va devenir delta moins. On gagne autant de delta plus ou de delta moins qu'on a de liaison. Donc ici, le Cl gagne un électron partiellement, il va donc devenir une fois delta moins. Dans une autre liaison, eh bien, il deviendrait 2 fois delta moins s'il fait 2 liaisons, par exemple. Alors, une toute petite remarque, quant à l'octet, eh bien, le Cl fait l'octet parce qu'il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attention, retenez que l'hydrogène, il fait l'octet avec 2 électrons seulement, parce qu'il n'a que la couche K. Il n'a que la couche K autour de lui, donc une fois que sa couche est remplie, il fait l'octet. Donc, ça veut dire que on arrive en gros à un tableau où, pour déterminer le type de liaison, on va calculer la différence d'électronégativité entre les deux atomes qui sont liés. Soit elle est plus petite que 0,5, on a une liaison qui est covalente pure. La caractéristique de ça, c'est qu'il n'y a pas de charge sur la molécule. Exemple,